Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du réensauvagement de l'Europe. Alors j'en vois tout de suite venir quelques-uns. Non, cette vidéo ne va pas évoquer la montée de l'insécurité, mais quelque chose de beaucoup plus reposant et sympa. On va parler du retour nécessaire et souhaitable d'une faune et d'une flore sauvages après des siècles d'exploitation aveugle de notre continent. Comme d'hab sur cette chaîne, on va essayer de rester positif. Et ça tombe bien parce que même si les constats alarmistes sont nombreux sur la disparition du sauvage, l'espoir est permis. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle à ceux qui le souhaitent que vous pouvez soutenir mon travail, soit par un don ponctuel bien sûr, mais aussi par un abonnement mensuel qui vous donne le droit du contenu exclusif. Vous avez toutes les infos dans la description, merci d'avance. Alors pourquoi réensauvager l'Europe est important ? D'abord parce qu'il y a une urgence écologique. Même s'il y a beaucoup de signes positifs, on y reviendra, l'effondrement de la biodiversité est dramatique. Dans le dernier rapport du WWF sur la question, qui a été publié en octobre dernier, le constat est sans appel pour Marco Lambertini, qui est le directeur général de l'association. Tous les voyants sont au rouge. Notre rapport le plus complet jamais publié sur l'état des populations mondiales de vertébrés sauvages énonce des chiffres terrifiants. Et c'est vrai que le constat est dramatique. Depuis 1970, la biodiversité aurait diminué de 69% en moyenne. Alors oui, le ton du WWF est forcément volontairement catastrophiste puisqu'il faut bien aider à mobiliser militants et pouvoirs publics. Et oui, de grandes et multiples disparités se cachent derrière ce chiffre de 69%. Mais le constat est limpide et ne fait pas de débat, il y a une véritable urgence écologique. La Terre contient un trésor naturel immense. Une diversité et une richesse écologique extraordinaires qu'il convient de protéger sous peine non seulement de faire de ce monde quelque chose de triste et froid, mais aussi car si la biodiversité s'effondre, c'est ultimement la survie de l'humanité qui est en jeu. Et les espaces sauvages, là où l'homme n'est qu'un observateur limitant son impact autant que possible, eh bien ces espaces sauvages sont des réservoirs de biodiversité. Au-delà de ça, les espaces sauvages parle à notre âme. Nous ne sommes pas des êtres d'optimisation froide qui ne voyons dans la nature qu'un espace à dominer, à rentabiliser. Nous ne sommes pas non plus des êtres coupés du monde réel, entièrement tournés vers TikTok et Netflix. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin de poésie, de mystère et de vie. Nous avons besoin de rêver et de vibrer. Et quoi de mieux pour nourrir ces besoins humains que les espaces sauvages ? Alors, parce que c'est une nécessité et un besoin profond, il faut réensauvager l'Europe. Et dans ce numéro de Wildside, je vais beaucoup m'appuyer sur l'excellent ouvrage de Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet, L'Europe réensauvagée. On y apprend notamment que l'Europe a longtemps été un paradis de la biodiversité. Par exemple, la forêt européenne, née il y a 10 000 ans de la sortie de la dernière glaciation, était absolument immense. Les auteurs écrivent « Sur les 10 millions de kilomètres carrés de l'Europe, on estime que la forêt s'étendait sur environ 8 millions de kilomètres carrés. La forêt némorale est celle qui a le plus donné à l'homme pour ses cultures. La Beauce, la Brie, le bassin londonien, les plaines germaniques et polonaises ont des sols formés par l'humus de la forêt némorale. Elle s'étendait de l'Atlantique jusqu'à l'Ukraine et la Biélorussie. C'est cette forêt qui est décrite par Jules César dans ses commentaires. On en retiendra l'immensité puisque l'empereur déclare avoir marché 60 jours avec son armée, probablement du Rhin aux Carpates, sans en voir le commencement. Alors évidemment, tout a changé aujourd'hui. La déforestation a été massive en Europe. Et cette déforestation, elle ne date pas du 19e siècle. Prenons l'exemple de l'Islande. Vous vous imaginez peut-être que les magnifiques paysages islandais sont les mêmes depuis la nuit des temps. Eh bien, c'est faux. À partir de l'arrivée des Vikings au 9e siècle, plus de 40 000 km² de forêts de bouleaux ont été rasés. Et au diapason de la forêt, la faune européenne a considérablement diminué également. Quand on lit ce que les naturalistes du XVIe siècle écrivaient, la différence avec notre époque est stupéfiante. Coqs de bruyère partout, rivières poissonneuses, forêts pleines de vie. Les auteurs de l'Europe réensauvagée font une longue liste de citations de divers naturalistes. Et cette énumération se finit par cette sentence: c'était le temps de l'abondance. Et force est de constater que l'abondance, c'est terminé. Mais le tableau est-il forcément négatif ? En réalité, la lecture de ce livre nous montre que le réensauvagement de l'Europe est possible. Et mieux que ça, grâce à diverses initiatives écologistes, il a déjà commencé. Dans ce livre, on a des dizaines d'exemples montrant que le réensauvagement est déjà là.
Alors, je me suis fait une petite liste, vous allez voir, c'est impressionnant. Premièrement, les cerfs. Alors, c'est sans doute étonnant pour nous Français, mais les cerfs avaient disparu de plusieurs pays, dont par exemple la Suisse. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont revenus. On a également les chevreuils. Donc, à cause de la surchasse, il restait moins de 100 individus en Suède et pas beaucoup plus en Norvège au 19e siècle. Aujourd'hui, les chevreuils sont des centaines de milliers dans ces deux pays. On a ensuite les chamois. En 1979, ils étaient réduits à une centaine d'individus sur le territoire qui deviendra ensuite le parc national du Mercantour, endroit où ils sont aujourd'hui 10 000. On a également les isards pyrénéens qui, à la création du parc national des Pyrénées en 1967, eh bien, n'étaient plus que 1200 et aujourd'hui, ils sont 5400. Toujours les isards, mais dans les Alpes, ils étaient moins de 50 après la Seconde Guerre mondiale, mais grâce à la création des parcs nationaux italiens et grâce à la réintroduction, eh bien, ils sont désormais plusieurs milliers. On a aussi les bouquetins ibériques. En 1990, l'Espagne abritait moins de 8000 têtes. Ils sont désormais plus de 60 000 et on a des réintroductions dans les Pyrénées françaises qui sont très positives. Bouquetin toujours, mais dans les Alpes. En 1862, il n'y avait que quelques individus dans le Piémont italien et en France, rendez-vous compte, hein. L'espèce a tout simplement frôlé l'extinction. Mais grâce à la mise en place de parcs protégés et à la réintroduction, eh bien, rien qu'en France, ils sont désormais 10 000. Passons maintenant aux bisons. C'est assez largement méconnu, mais cet animal était présent dans toute l'Europe. Alors il avait totalement disparu à l'état sauvage, mais grâce à la reproduction et à la réintroduction, eh bien, il y aura bientôt 500 bisons sauvages en Europe centrale. Alors il ne faut pas oublier les espèces marines, il y en a beaucoup. Prenons les esturgeons, par exemple, voilà. Ils ont frôlé l'extinction, je ne savais pas avant de lire ce livre, hein, clairement. Mais grâce à la reproduction en pisciculture et à la réintroduction, eh bien, l'esturgeon est sauvé. N'oublions pas non plus les signes d'espoir quant à la forêt. En Slovénie, au 19e siècle, la forêt couvrait 36% du territoire. Aujourd'hui, c'est 60% du pays. En Grèce, en 1960, la forêt couvrait 19% du territoire. En 2010, c'est 28%. Et les auteurs de l'Europe réensauvagée sont évidemment ravis. Avec le retour de la forêt, de nombreuses espèces ont suivi ce grand mouvement de reconquête en étoffant leurs effectifs. Au fur et à mesure que les forêts d'Europe occidentale s'ensauvagent et redeviennent attractives, les habitants premiers de ces lieux en reprennent possession. Au final, la forêt européenne, après des millénaires de surexploitation, semble se refaire une santé, comme nous le démontrent la plupart des indicateurs. Autre immense motif d'espoir, la symbiose. Le retour de certaines espèces entraîne un effet positif pour l'ensemble de l'écosystème. Prenons par exemple la réintroduction des chamois et des bouquetins. Ces animaux peuvent d'abord nourrir des prédateurs comme par exemple l'aigle royal ou le loup. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils meurent de leur belle mort, eh bien, nourrir les charognards comme par exemple les vautours ou les gypaètes. Les effectifs d'aigles royaux ont ainsi été multipliés par 6 par rapport aux années 60 et la réintroduction des gypaètes est une réussite là où les bouquetins et les chamois sont revenus. Même effet positif de symbiose pour la réintroduction des castors dont les retenues d'eau bénéficient à de nombreuses autres espèces comme par exemple le héron, la cigogne ou encore les libellules. Et bonne nouvelle, s'il n'était plus que 1200 castors dans toute l'Europe, ils sont aujourd'hui 14 000 rien qu'en France. Alors je pense qu'on est d'accord, tout cela est quand même très positif, d'autant qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Par exemple, en Italie, les 25 parcs nationaux couvrent 5% du territoire. En France, les 7 parcs nationaux métropolitains ne couvrent que 0,7% du territoire. Alors même si les pays sont différents, évidemment, il y a quand même une grosse marge de progression. Bref, même si la situation générale n'est pas bonne et que la biodiversité est en danger, il y a de l'espoir. Et cet espoir anime de nombreuses associations écologistes qui ont des solutions et les mettent en pratique. Intéressons-nous donc à des moyens concrets de réensauvager l'Europe. Alors il y a évidemment beaucoup d'initiatives différentes, je me suis focalisé sur quelques-unes uniquement, quelques-unes qui étaient présentées dans l'ouvrage ou alors dont j'avais déjà entendu parler. Première initiative, la création d'un parc continental géant. L'ONG américano-canadienne Yellowstone to Yukon porte un projet très ambitieux visant à relier le parc naturel américain de Yellowstone au parc naturel canadien du Yukon. L'objectif est de restaurer sur l'ensemble de cet axe la libre circulation des espèces. Construction de passages protégés pour éviter les routes et les villes, mobilisation contre des projets miniers, achat de terre. Cette association fournit un travail considérable et je trouve cette initiative géniale. Et pour les auteurs de l'Europe réensauvagée, eh bien, un projet similaire est possible en Europe depuis l'Espagne jusqu'à la formidable réserve de biodiversité qu'est le Caucase. Alors les obstacles en tout genre sont quand même extrêmement nombreux et ça me semble honnêtement assez compliqué à mettre en place, mais c'est un projet assez enthousiasmant à mon avis pour être considéré sérieusement. Deuxième initiative, la suppression
des barrages. Il y aurait plus de 10 000 barrages ou obstacles inutiles aujourd'hui sur les rivières d'Europe. Or, ces barrages sont extrêmement nocifs pour la biodiversité. Les auteurs de l'Europe réensauvagée écrivent ceci. Les poissons migrateurs ne peuvent plus remonter les cours d'eau pour se reproduire et, dans l'autre sens, ce sont les sédiments qui ne transitent plus. Résultat, les populations de poissons diminuent fortement. Le littoral recule faute de sédiments, la productivité des mers liée aux éléments minéraux apportés par les fleuves s'effondre. Sans aucun doute, il n'existe pas de méthode aussi rapide, peu coûteuse, efficace et spectaculaire que les suppressions de barrages pour redonner vie à un cours d'eau et à son écosystème. Et de nombreux organismes en Europe sont dédiés à cette question et militent pour détruire les barrages inutiles. On peut citer par exemple Dam Removal Europe, qui est une coalition de plusieurs associations et qui vise à accompagner les citoyens ou les collectivités qui souhaitent faire financer la destruction d'un barrage inutile. En 2021, cette association a comptabilisé 239 barrages retirés dans toute l'Europe. Alors il y a encore de la marge, mais je trouve que l'initiative est très intéressante. À noter qu'un grand documentaire sur l'action de cette association sera bientôt disponible auprès du grand public. Autre initiative très intéressante, la recréation d'espaces sauvages. De nombreuses associations œuvrent au réensauvagement de l'Europe et souvent conjointement. Rewilding Europe est une association néerlandaise qui s'appuie sur diverses autres organisations avec comme objectif de remettre du sauvage sur notre continent en se focalisant notamment sur les bisons, les vautours, les chevaux sauvages, les taureaux sauvages, les lynx ou encore les loups. En France, l'Association pour la protection des animaux sauvages vise notamment à créer des réserves de vie sauvage. L'association gère 5 réserves pour un total de 1200 hectares où la nature reprend complètement ses droits. Encore plus ambitieux, le botaniste Francis Allais veut faire renaître une forêt primaire en France. Le principe, sur 70 000 hectares, soit 7 fois la taille de Paris intramuros, aucune intervention humaine pendant des siècles. Avec à la clé le retour de cette forêt primaire qui recouvrait l'Europe au temps de Jules César. Francis Allais, c'est une légende vivante du milieu scientifique et écologiste, et ce n'est pas son premier projet un petit peu loufoque en apparence. En effet, c'est lui qui a conduit plusieurs expéditions du radeau des cimes, ce radeau naviguant sur la canopée permettant d'observer les forêts primaires d'en haut. Et ce nouveau projet, le botaniste l'envisage soit dans les Ardennes, soit dans les Vosges. Reste que les obstacles politiques, financiers et pratiques sont immenses. Sans compter qu'un tel projet ne donnera ses fruits que dans 700 ans. Alors c'est un rêve fou, c'est certain. Mais les Européens ne sont-ils pas justement ceux qui transforment les rêves en réalité ? Quoi qu'il en soit, sans aller jusqu'à la repousse d'une forêt primaire, il y a beaucoup à faire concrètement et rapidement pour réensauvager l'Europe. Toutes les initiatives citées par mes soins ne sont qu'une petite partie de l'effervescence qui agite aujourd'hui notre continent. Alors cette effervescence, elle est évidemment à saluer. Mais il faut aussi regarder avec honnêteté certains de ses travers. Le combat écologique pour le réensauvagement de l'Europe souffre de plusieurs limites, à mon avis toutes liées à l'idéologie gauchiste. Première remarque, Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet, les auteurs de ce livre sur lequel je me suis beaucoup appuyé dans cette vidéo, souffrent d'une grave absence de regard critique. Je répète souvent qu'il faut savoir penser contre soi-même pour toujours remettre en cause ses préjugés et ses postures. Et cette démarche de penser contre soi-même, elle est bien trop souvent absente de leurs écrits. Aucun regard critique sur les conséquences pour l'homme du retour de l'ours et du loup. Aucun regard critique non plus sur les éventuels effets néfastes de la suppression des barrages. Et c'est assez frustrant de voir des sujets aussi importants ne même pas faire l'objet d'une simple tentative de nuance. En fait, on voit vraiment là quelque chose qui ressemble très fortement à un aveuglement idéologique. Aucun regard critique non plus de leur part sur le fait que la civilisation, qui est évidemment souhaitable à moins de vouloir revenir à des temps anciens extrêmement sombres, aucun regard sur le fait que la civilisation donc est nécessairement liée à une certaine domestication de la nature. On sent finalement dans ce livre un désintérêt important pour la place de l'homme dans le monde. On sent presque une forme de haine de soi qui rappelle quand même grandement l'idéologie gauchiste. On a l'impression qu'ils défendent quasiment la disparition de l'homme ou alors qu'ils considèrent que les intérêts de la nature sont toujours supérieurs aux intérêts de l'homme, alors qu'il faudrait en réalité chercher l'harmonie entre le sauvage et la civilisation. Et c'est vraiment dommage parce que ça peut rebuter certaines personnes qui veulent pourtant défendre la nature. Alors cette soumission idéologique, elle se retrouve évidemment chez beaucoup d'entités écologistes. Mais déjà, c'est pas vrai partout. Dans la plupart des structures écologistes, le sujet principal et unique, c'est la pure préservation de l'environnement. Et puis surtout, ça ne doit pas être une excuse. Il ne tient qu'à ceux qui veulent changer les choses d'intégrer des structures idéologiquement marquées pour les faire changer de l'intérieur. Et au pire du pire, il est tout à fait possible de créer sa propre structure. Bref, le réensauvagement de nombreux territoires européens me paraît essentiel. Cette perspective m'enthousiasme et je trouve le combat légitime. Mais si ce combat n'est pas mené avec la civilisation, mais contre elle, alors là, ça devient très dangereux. Il faut des espaces sauvages, bien sûr, mais aussi la civilisation. Pour conclure, je veux que cette vidéo soit un message d'espoir.
La civilisation occidentale peut sauver le monde sauvage. Alors j'en vois déjà venir sur cette mention de la civilisation occidentale sauvant la planète. Évidemment, la prise de conscience écologique n'est pas le seul apanage des Occidentaux. Mais il serait fou de ne pas voir que la proportion d'extra-européens intéressés par la question écologique est drastiquement plus faible que la proportion d'occidentaux. Dans les pays extra-européens, la prise de conscience écologique est globalement très marginale. Mais ce qu'il faut retenir, et ce que je dis très souvent, c'est que malgré la décadence générale, il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est le réveil déjà visible des Européens en Europe et en Occident. Partout, la lutte contre les excès et les dommages des dernières décennies s'organise. Le projet Ocean Cleanup nettoie les déchets plastiques des océans, le recyclage se met en place, les comportements changent. Et on voit que même en Amérique du Nord, même aux États-Unis, les choses évoluent. Le projet Yellowstone to Yukon, dont j'ai déjà parlé, montre que les préoccupations idéologiques résonnent dans tout l'Occident. Après cette période d'adolescence que fut la découverte du monde du pétrole et les excès en tout genre, les Européens sont en train de rentrer dans l'âge adulte. Le réensauvagement de l'Europe doit être un des axes du combat écologique que nous devons mener. Pour notre survie et pour le respect de la biodiversité, mais aussi par amour pour notre terre. Pour qu'il existe encore, en Europe et dans tout l'Occident, de larges espaces sauvages dans lesquels rêver le monde de demain.